Bonjour et bienvenue dans ce tout nouvel épisode Qu'est-ce que le yoga ? Je me suis dit qu'en voyant les épisodes précédents, qu'il était temps d'aborder ce qu'est le yoga du point de vue des textes anciens, de la tradition, mais aussi de mon point de vue à moi. Quand on prononce le mot yoga aujourd'hui, une image apparaît presque immédiatement dans notre esprit. Quelqu'un avec un legging, quelqu'un sur un tapis, en train de réaliser des postures parfois même impressionnantes. Pour beaucoup de personnes, le yoga est devenu une activité physique, une gymnastique douce, une façon de s'assouplir, parfois même un sport. Et pourtant, le yoga est infiniment plus vaste que ça. Aujourd'hui, j'avais envie de revenir aux origines, à ce qu'est réellement le yoga, à ce qu'il signifie et surtout à la manière dont moi, je le vis. Parce que plus les années passent et plus je me rends compte qu'il existe un immense malentendu autour de ce mot. Et je vais même vous faire une confidence. Pendant longtemps, je me suis même demandé si j'étais une vraie yogi. Oui, moi, en tant que professeur de yoga. Alors pourquoi ? Parce qu'il m'arrive de passer plusieurs semaines sans pratiquer une seule posture. Il y a des périodes où je déroule même pas mon tapis. Et pendant longtemps, ça m'a presque mise mal à l'aise en fait. Et je me disais, mais une professeure de yoga, ça devrait pratiquer tous les jours. Une vraie yogi devrait pratiquer quotidiennement. Et puis une autre question est apparue. Je me suis dit, mais qui a décidé de ça finalement ? Est-ce que c'est les textes ? Est-ce que c'est les grands sages ? Ou simplement notre époque ? Et c'est cette question qui m'a poussée à replonger dans les textes fondateurs du yoga parce que je voulais comprendre, non pas ce que l'Occident avait fait du yoga, mais ce que le yoga disait de lui-même. Et je peux vous dire une chose, j'ai été très surprise parce que plus je lisais les textes et plus je retrouvais exactement ce que je vivais intuitivement depuis des années. Et si je devais résumer le yoga à travers les grands textes, je dirais simplement ceci. Le yoga n'est pas quelque chose que l'on fait, c'est une manière d'être. Et je crois que c'est probablement là la plus grande différence entre le yoga traditionnel et l'image que nous en avons aujourd'hui. Alors, pour comprendre ce qu'est réellement le yoga, je crois qu'il faut remonter plusieurs milliers d'années en arrière, bien avant les studios, bien avant les tapis, bien avant les leggings, bien avant Instagram. Le yoga n'est pas né comme une activité physique, il est né d'une immense question, une question qui traverse toutes les grandes traditions philosophiques de l'humanité. Qui suis-je ? Et les premiers textes qui parlent véritablement du yoga apparaissent dans les Upanishads, entre 800 et 300 avant notre ère, et ces textes ne cherchent pas à apprendre à mieux bouger, ils cherchent à comprendre la nature profonde de l'être humain. Suis-je seulement ce corps ? Suis-je mes pensées ? Suis-je mes émotions ? Suis-je mes peurs ? Ou existe-t-il en moi quelque chose de plus profond, de plus stable, qui ne change pas au gré des événements de la vie ? C'est de cette quête qu'est né le yoga. Et je trouve ça profondément fascinant parce que 2000 ou 3000 ans plus tard, on continue exactement à se poser les mêmes questions. On a changé de vêtements, de téléphone, de rythme de vie, de moyens de transport, mais on a toujours peur de ne pas être assez. Toujours peur de perdre ce que nous aimons, toujours peur du regard des autres, du mal à calmer notre esprit. Et c'est probablement pour ça que le yoga est toujours aussi actuel aujourd'hui. Parce qu'il ne cherche pas à résoudre un problème moderne, il cherche à comprendre la nature même de l'être humain. Le mot yoga vient du sanskrit yuj. Ce verbe il signifie unir, relier, atteler. On traduit aujourd'hui yoga par union. Mais lorsqu'on dit ça, on dit finalement pas grand-chose. Union de quoi ? On croit que ça signifie simplement l'union du corps et de l'esprit. Et c'est vrai. Mais les textes nous montrent une union beaucoup plus vaste. L'union entre ce que nous pensons, ce que nous ressentons et ce que nous faisons. L'union entre notre monde intérieur et notre monde extérieur. L'union entre notre personnalité et ce que les textes appellent parfois notre nature profonde. Et le yoga cherche finalement à mettre fin aux divisions qui existent entre nous. Parce que combien de fois on veut une chose, on pense à une autre, et on fait finalement tout le contraire. On veut ralentir, on veut continuer à courir, on veut aimer, mais nos blessures nous empêchent parfois de nous ouvrir. On veut être libre, mais on reste prisonnier de nos habitudes. Et le yoga, il est né de cette observation-là. Il cherche pas à fabriquer un être humain parfait, il cherche à réconcilier ce qui s'est séparé. Et déjà, à ce moment-là, quelque chose devient très intéressant parce que depuis le début de cet épisode, on n'a toujours pas parlé des postures. Et c'est pas un hasard. Parce que lorsqu'on lit les Upanishads, la Bhagavad Gita ou encore les Yoga Sutras de Patanjali, on est presque surpris. Ils parlent énormément de conscience, du désir, de la souffrance, de la liberté intérieure, ils parlent de l'attachement, de l'ego, du discernement, de la méditation, de la paix, mais très peu du corps en réalité, et c'est surtout très peu des postures. Et ça signifie évidemment pas que le corps n'a aucune importance, bien au contraire, les textes reconnaissent son importance, mais ils le considèrent comme un moyen, jamais comme une finalité. Le corps est un véhicule, et le yoga cherche à le rendre suffisamment stable, suffisamment vivant, suffisamment disponible pour qu'il cesse d'être un obstacle à la connaissance de soi. Et je trouve que cette idée, elle est magnifique parce qu'elle remet bien les choses à leur juste place. Le corps, il est
précieux, il mérite d'être respecté, d'être habité, d'être écouté, d'être aimé, mais le corps n'est pas le but. Le véritable voyage du yoga commence toujours à l'intérieur. Si les Upanishads nous ouvrent les portes de cette grande quête intérieure, il y a un autre texte que l'on ne peut pas justement aborder sans parler du yoga, les Yoga Sutras de Patanjali. Ils sont souvent considérés comme la grande référence philosophique du yoga, et je crois que c'est le texte qui peut profondément bouleverser notre manière de comprendre cette tradition, parce que avant de le lire, on pense souvent que le yoga parle principalement du corps. Et puis on tombe sur la deuxième phrase du livre. La deuxième seulement. Quelques mots, à peine une ligne. Et pourtant, c'est probablement l'une des phrases les plus célèbres de toute la philosophie du yoga. Je m'excuse encore une fois pour la prononciation. Yoga Sita Vritti Nirodha. On la traduit généralement par « le yoga est l'apaisement des fluctuations du mental ». Et cette phrase, elle est tellement parlante, tellement immense, parce qu'elle ne dit pas que le yoga est la souplesse, que le yoga est la respiration ou encore que le yoga est la posture. Elle dit le yoga est la capacité de ne plus être constamment emporté par son mental. Et je crois qu'on a tous déjà fait cette expérience. Vous savez, ces moments où notre corps il est ici, mais où notre esprit, il est déjà ailleurs. Je crois d'ailleurs qu'on passe notre temps à faire ça, finalement. Et on repense à une discussion qui a lieu la veille. On imagine une conversation qui n'a pas encore eu lieu aussi, on anticipe un problème, on revit une blessure, on fabrique des scénarios, et pendant ce temps-là, on passe complètement à côté de l'instant présent. Et Patanjali avait déjà observé ça il y a près de 2000 ans. Et il ne nous demande pas d'arrêter de penser, parce que c'est impossible d'arrêter de penser, notre cerveau il est fait pour produire des pensées. En revanche, il nous invite à ne plus être constamment dirigé par elles, à apprendre à les observer et à ne plus leur obéir automatiquement, comme on a tendance à le faire automatiquement justement. Et c'est précisément là que commence à mes yeux le véritable yoga. Le vrai travail du yogi n'est pas d'avoir un corps parfait, il est d'apprendre à connaître son propre esprit, à reconnaître ses automatismes, ses peurs, ses attachements, ses illusions, et peu à peu à retrouver un espace de liberté intérieure. Et quelques lignes plus loin, Patanjali écrit une autre phrase magnifique. Alors, le voyant demeure dans sa véritable nature. J'aime beaucoup cette idée parce qu'elle change complètement notre manière de voir le développement personnel. Aujourd'hui, on cherche souvent à devenir une meilleure version de nous-mêmes, à nous améliorer, à nous transformer. Les Yoga Sutras, eux, proposent une autre perspective. Ils nous disent que nous n'avons peut-être pas besoin de devenir quelqu'un d'autre. Nous avons simplement besoin d'enlever petit à petit tout ce qui nous éloigne de ce que nous sommes déjà, de nos conditionnements, nos peurs, nos croyances, notre agitation permanente. Et quand tout ça s'apaise, alors quelque chose apparaît, non pas quelque chose de nouveau, mais quelque chose qui était déjà là, notre nature profonde. Et je trouve cette vision extraordinairement rassurante parce qu'elle nous rappelle que le yoga n'est pas une course vers une perfection inaccessible, c'est un chemin de dévoilement, une manière de revenir à soi. C'est pour ça que le yoga est accessible à tous. Et c'est peut-être pour ça que les postures occupent finalement aussi si peu de place dans ce texte. Il ne parle ni du chien tête en bas, ni du guerrier, ni de la posture du corbeau, il décrit aucun enchaînement, il donne simplement cette définition. L'asana est une posture stable et confortable, rien de plus. Pourquoi ? Parce qu'à cette époque, les postures avaient une fonction bien précise, elles préparaient le corps à rester assis longtemps en méditation. Elles étaient un moyen, pas une finalité, là encore, et c'est sans doute l'un des plus grands malentendus autour du yoga aujourd'hui. On a parfois tendance à croire que les asanas sont le cœur de la pratique, alors que dans les Yoga Sutras, ils ne représentent qu'une étape parmi d'autres, et Patanjali décrit ce que l'on appelle les 8 membres du yoga. Et je trouve leur ordre particulièrement révélateur. Avant même de parler du corps, il commence par notre manière de vivre. Les yamas, ensuite les niyamas, autrement dit notre relation aux autres, puis notre relation à nous-mêmes. Les yamas nous invitent à cultiver la non-violence, la vérité, l'honnêteté, la modération et le non-attachement. Et les niyamas, eux, nous parlent de simplicité, de contentement, de discipline, d'étude de soi, d'abandon à quelque chose de plus grand que notre ego. Et je trouve que c'est extraordinaire cette vision des choses parce que avant de nous demander si nous sommes capables de toucher nos pieds, le yoga nous demande comment parles-tu aux autres, comment tu te parles à toi-même, es-tu honnête, es-tu capable de compassion, sais-tu observer ton ego, cherches-tu la vérité même lorsqu'elle dérange, et ce n'est qu'ensuite que viennent les asanas après toutes ces questions-là. Puis le souffle, le retrait des sens, la concentration, la méditation et enfin cet état d'unité profonde que l'on appelle samadhi. Autrement dit, les postures, elles sont une branche de l'arbre, une branche magnifique, une branche essentielle, certes, mais une branche malgré tout. Le tronc et les racines se trouvent ailleurs. Et je crois que cette compréhension du yoga peut changer profondément la manière d'enseigner. Parce qu'on ne regarderait plus les postures comme une finalité, on les regarderait comme un langage, un merveilleux langage qui nous aide à développer la présence, à habiter notre corps, à habiter notre souffle. Mais le véritable apprentissage commence lorsque nous descendons
du tapis. Parce que c'est là que la philosophie du yoga devient une manière de vivre. Et c'est peut-être ça le véritable travail du yogi. Et s'il y a un texte qui, selon moi, répond le mieux à cette question, qu'est-ce qu'un yogi ? C'est sans doute la Bhagavad Gita. J'ai déjà consacré tout un enseignement à ce texte et pourtant chaque fois que je le relis, j'ai l'impression qu'il me révèle quelque chose de nouveau. La Bhagavad Gita ne nous parle pas seulement de spiritualité, elle nous parle de la vie, de nos doutes, de nos peurs, de nos contradictions, de nos choix et surtout de la manière dont nous pouvons vivre pleinement dans ce monde sans être constamment emportés par lui. Alors, c'est pourtant un livre que j'ai eu beaucoup de mal à commencer à lire parce que, alors déjà, c'est pas du tout mon style de lecture. Moi, c'est vrai que mon style de lecture, c'est plus tout ce qui est vraiment apprentissage en fait. Il faut que ça m'apprenne des choses, il faut que j'apprenne. En fait, il faut que ce soit un apprentissage pour moi la lecture. C'est ça que je vais lire. Ça va être les livres de sciences, les livres de philosophie, les livres de développement personnel, de spiritualité. Voilà, il faut que j'apprenne. Donc la Bhagavad Gita, elle est plutôt écrite sous un style plutôt, j'ai envie de dire romancier, mais j'y connais rien. C'est même pas vraiment un style romancier, c'est une histoire finalement. C'est une histoire au milieu d'un champ de bataille. Mais c'est pas du tout ma lecture habituelle. Du coup, j'ai eu beaucoup de mal à commencer et j'ai dû regarder finalement un résumé pour m'imprégner de l'histoire avant de réussir à le lire et à le comprendre. Parce qu'avant de lire ce résumé, je vous avoue que moi, en tout cas, personnellement, j'avais énormément de mal à comprendre chaque phrase. Je comprenais rien. C'est simple. Donc voilà, et c'est comme ça, c'est en lisant le résumé, en comprenant grossièrement le cœur de cette histoire, que j'ai pu vraiment lire le livre en entier. Et là, ça a été une magnifique découverte en fait. Et donc, pour en revenir justement à ce que je vous disais juste avant, la Bhagavad Gita nous parle pas seulement de spiritualité, elle nous parle de beaucoup plus de choses que ça, et elle nous parle surtout de la manière dont on peut vivre pleinement dans ce monde sans être constamment emporté par lui. Et l'histoire, elle commence sur un champ de bataille, comme je viens de vous dire, et je trouve que ce détail est très important et fascinant parce que spontanément on aurait peut-être imaginé que le plus grand enseignement spirituel de l'Inde se déroulerait sur un temple, dans un temple je veux dire, ou dans une forêt, pourquoi pas, ou même au sommet d'une montagne, mais non, il commence au cœur d'un champ de bataille, un lieu de chaos, de peur, de confusion, comme pour nous rappeler que le yoga n'est pas réservé au moment où tout va bien. Il est justement là pour nous accompagner lorsque la vie devient difficile. Et Arjuna, un des guerriers, il est sur le point de combattre. Mais lorsqu'il regarde devant lui, il aperçoit des membres de sa famille. Il aperçoit ses maîtres, ses amis, des personnes qu'il aime. Et du coup, ses jambes se mettent à trembler, son souffle se coupe, son arc lui échappe des mains, et c'est à ce moment-là qu'il sait plus quoi faire. Et je crois qu'on a tous connu un jour ou l'autre notre propre champ de bataille. Alors pas forcément avec des armes, bien sûr, mais avec des décisions impossibles. Lors des séparations, lors des deuils, lors des maladies, des conflits, des choix qui nous déchirent. Alors Arjuna, lui, fait ce que nous faisons souvent lorsqu'on est perdu. Il voudrait fuir. Il voudrait abandonner, il voudrait ne plus avoir à choisir. Et c'est à ce moment-là que Krishna commence son enseignement. Et ce qui m'a toujours profondément touchée dans ce livre, c'est qu'il ne lui dit pas « pars méditer dans une grotte », il ne lui dit pas « quitte le monde », il ne lui dit pas « renonce à toutes tes responsabilités », au contraire, il lui dit « reste, vis, agis ». Mais apprends à agir autrement. Voilà ce que Krishna lui dit. Et je crois que cette nuance, elle change beaucoup de choses parce qu'elle casse une idée reçue qu'on a parfois sur la spiritualité. On s'imagine souvent que devenir spirituel, c'est s'éloigner du monde, vivre dans le calme, éviter les conflits, ne plus être confronté aux difficultés. Mais la Bhagavad Gita nous montre exactement l'inverse. Elle nous dit que le véritable yoga ne consiste pas à fuir la vie, il consiste à apprendre à traverser davantage de conscience, avec davantage de stabilité, avec davantage de liberté intérieure. Et il y a un enseignement qui, pour moi, résume presque toute la Bhagavad Gita, c'est quand Krishna dit à Arjuna « Tu as un droit sur l'action, jamais sur ses fruits ». Je crois que c'est une des phrases les plus difficiles à vivre parce que on fait souvent des choses dans l'attente d'un résultat, pour pas dire toujours. On travaille pour réussir, on aide en espérant être reconnu, on aime en espérant être aimé, on fait des efforts en attendant que la vie nous récompense et sans même nous en rendre compte, notre propre bonheur devient dépendant de quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Et Krishna nous propose un autre chemin. Fais ce qui est juste. Donne le meilleur de toi-même. Engage-toi pleinement, puis accepte que le résultat ne t'appartienne plus. Ça signifie pas devenir indifférent, ça signifie cesser de vouloir tout contrôler. Et je crois que c'est une immense leçon de liberté, de lâcher prise même, parce qu'au fond, on ne maîtrise jamais complètement ce qui arrive. En revanche, on peut choisir la manière dont on agit, la manière dont on aime, la manière dont on répond
à la vie. Et peut-être que c'est ça finalement, être yogi. Non pas vivre une existence sans difficulté, mais apprendre peu à peu à ne plus laisser les circonstances décider à notre place de notre état intérieur. Et je crois que c'est aussi grâce à la Bhagavad Gita que j'ai cessé de croire que le yoga était réservé au tapis, parce que Krishna ne demande jamais à Arjuna de devenir quelqu'un d'autre, il lui demande simplement d'habiter pleinement sa propre vie, il lui demande d'être présent, d'être juste, d'être conscient. Et ça m'a profondément libérée parce que j'ai compris que le yoga ne m'était pas demandé uniquement lorsque je pratiquais des postures. Il m'était demandé aussi lorsque j'écoutais quelqu'un avec une présence totale, lorsque je traversais une difficulté sans perdre complètement mon centre, lorsque je reconnaissais mes erreurs par exemple, lorsque je choisissais aussi la vérité plutôt que la facilité, ou encore lorsque je faisais de mon mieux sans chercher à contrôler tout ce qu'allait suivre. Alors aujourd'hui, si on me demandait ce qu'est un yogi à la lumière de la Bhagavad Gita, je parlerai pas d'un homme assis dans une grotte, je parlerai d'une femme, d'un homme, d'un parent, d'un enseignant, d'un artisan, d'un soignant, d'une personne qui continue à vivre pleinement au milieu des joies et des tempêtes, mais qui, jour après jour, apprend à répondre à la vie avec un peu plus de conscience que la veille. Et je crois que c'est ce qui rend ce texte si universel en fin de compte, parce qu'il nous demande pas de quitter le monde, il nous apprend à y être pleinement présent. Et à mes yeux, c'est peut-être l'une des plus belles définitions du yoga. Et arrivé à ce stade, vous vous posez peut-être une question, si les Upanishads, les Yoga Sutras et la Bhagavad Gita parlent si peu des postures, pourquoi alors aujourd'hui le yoga est-il presque entièrement associé aux asanas? Et c'est une bonne question, très passionnante justement, parce qu'elle nous montre que le yoga est une tradition vivante, une tradition qui a évolué, qui s'est enrichie, qui s'est transformée au fil des siècles. Et je crois qu'il est important de comprendre cette évolution. Alors, non pas pour dire qu'il existait un bon yoga avant et un mauvais yoga aujourd'hui, mais simplement pour mieux comprendre son histoire. Après les Yoga Sutras, plusieurs siècles s'écoulent, puis apparaît progressivement ce qu'on appelle le Hatha Yoga. Le mot Hatha est souvent traduit par effort, force ou encore détermination, mais certains y voient aussi une lecture symbolique. A représente le soleil, Ta la lune. Deux polarités qui cherchent à retrouver leur équilibre. Et le Hatha Yoga marque une évolution importante. Le corps prend davantage de place. Mais pas pour des raisons esthétiques, ni pour devenir plus performant. Le corps est considéré comme un formidable instrument de transformation et il devient un support de la pratique spirituelle. Et les maîtres développent progressivement des exercices respiratoires, des techniques de purification, des gestes symboliques, les verrous énergétiques aussi, et bien sûr les postures. Mais contrairement à ce que l'on pourrait croire, les textes classiques du Hatha Yoga ne décrivent pas des centaines d'asanas. Ils en représentent relativement peu et surtout, ils continuent de placer une immense importance sur le souffle, l'énergie, la concentration et la méditation. Le corps, lui, reste encore une fois seulement un moyen, jamais une fin. Puis arrive le 19e siècle et le 20e siècle, et là, l'Inde traverse une période de profond changement. Les échanges entre les cultures se multiplient, les pratiques physiques évoluent, le yoga lui aussi, du coup, se transforme, et un homme va jouer un rôle considérable. Beaucoup le considèrent comme le père du yoga postural moderne. Il enseigne à Mysore, il forme plusieurs élèves qui deviendront ensuite célèbres dans le monde entier, et chacun développera ensuite une approche différente, et c'est ainsi que le yoga commence à voyager. Donc le yoga quitte progressivement l'Inde, il arrive en Europe, puis aux États-Unis, et lorsque une tradition rencontre une nouvelle culture, qu'est-ce que ça fait? Ça évolue, et c'est tout à fait naturel, les enchaînements deviennent plus nombreux, les pratiques corporelles prennent davantage d'importance, les bienfaits physiques sont davantage mis en avant, et le yoga devient plus accessible, plus facile à transmettre. Plus facile aussi à comprendre pour des personnes qui ne connaissent pas encore sa philosophie, et je crois sincèrement que ça a été une chance, parce que combien de personnes sont entrées dans le yoga grâce aux postures? Moi, d'ailleurs, dans un premier temps. Combien sont venues parce qu'elles avaient mal au dos, parce qu'elles étaient stressées, parce qu'elles cherchaient davantage de souplesse. Et combien finalement ont découvert bien plus qu'une pratique physique. Les asanas, elles ont été pour beaucoup une porte d'entrée, et cette porte, elle est magnifique. Et je crois profondément qu'il ne faut pas opposer le yoga ancien au yoga moderne, ce serait une erreur. Le yoga a toujours évolué, et il continuera probablement toujours d'évoluer, parce qu'une tradition vivante n'est jamais figée. En revanche, je crois qu'il est important de se souvenir d'une chose, une porte n'est pas une maison. Les postures sont une magnifique porte d'entrée, mais elles ne racontent pas toute l'histoire du yoga. Et c'est peut-être là que réside le plus grand malentendu de notre époque. Aujourd'hui, lorsqu'on pense au yoga, on pense immédiatement à un corps, à un tapis, à une posture, à une silhouette. Mais si on demande à Patanjali ce qu'est le yoga, il nous parlerait probablement de notre mental. Si nous demandions aux sages des Upanishads, ils nous parleraient, eux, de la connaissance de soi. Et si nous interrogions Krishna, il nous parlerait, lui, de notre manière d'agir dans le monde. Ça, c'est profondément inspirant parce que ça nous rappelle que le yoga est bien plus vaste que ce qu'on voit aujourd'hui. C'est une philosophie, c'est une manière d'habiter son existence, c'est une manière de rencontrer le monde, une manière de rencontrer les autres, et surtout, c'est une manière de se recentrer, de se concentrer sur soi-même. Et c'est pour ça que j'aime dire que le yoga est un art de vivre, vraiment. Et je ne rêve donc
pas d'un retour en arrière, je rêve pas d'un yoga qui regretterait les postures, mais j'aime profondément les asanas. Je les enseigne avec joie d'ailleurs et je les pratique aussi avec bonheur, il n'y a pas de souci avec ça. Mais j'aimerais simplement qu'on se souvienne qu'ils ne sont pas toute l'histoire. Ils sont une branche magnifique d'un arbre immense et je crois que plus nous prenons le temps de nourrir les racines et plus les branches peuvent s'épanouir justement. Et c'est peut-être ça que les textes anciens nous rappellent encore aujourd'hui, c'est que les racines invisibles donnent toujours naissance aux plus beaux arbres. Et maintenant que je vous ai parlé des textes, j'aimerais vous parler un petit peu plus de moi, parce qu'au fond ce podcast c'est pas seulement une histoire de yoga, c'est aussi l'histoire de ma rencontre avec lui, et je crois que c'est précisément là que tout a changé. Pendant longtemps, j'ai pensé que j'étais une pratiquante un petit peu étrange. Je voyais beaucoup de professeurs pratiquer les postures tous les jours, je voyais des photos de pratiques quotidiennes, des défis de 30 jours, des équilibres impressionnants, des corps incroyablement souples. Alors certes, j'ai une certaine souplesse parce que j'ai aussi pratiqué la gymnastique quand j'étais jeune, donc j'ai gardé une certaine souplesse. Et moi, il m'arrivait de passer des fois plusieurs jours, voire des fois plusieurs semaines sans dérouler mon tapis. En tout cas, sans faire les postures sur mon tapis. Du coup, je culpabilisais, je me disais que je manquais de discipline, que j'étais peut-être pas une vraie yogi. Et petit à petit, j'ai commencé à écouter quelque chose de plus subtil. J'ai écouté mon corps. Pas mon ego, pas mes croyances, pas ce qu'on pouvait me dire aussi aux alentours, ou ce que je pouvais entendre, pas l'image que je pensais devoir envoyer non plus, mais mon corps. Et j'ai découvert que certains jours, il ne me demandait pas des postures, il me demandait autre chose. Il me demandait de marcher, de respirer, de danser, de contempler et parfois même de me taire. Et moi, j'ai cru pendant un moment que c'était pas du yoga. Et aujourd'hui, je crois exactement l'inverse et j'en suis même persuadée. Parce que ce que je cherche dans les asanas, je le retrouve aussi, moi, dans ces moments-là. La présence, l'écoute, l'unité, le silence, la liberté. Il y a une pratique qui est devenue essentielle dans ma vie, la marche. Et toutes ces choses-là, je les retrouve dans la marche. Et j'aime profondément marcher. Pas pour atteindre un objectif, pas pour compter les kilomètres, pas pour faire du sport, même si je fais du sport en marchant. Simplement marcher. Et au début, mon mental, et comme celui de tout le monde bien sûr, il parle énormément, il pense à demain, à mes rendez-vous, à mes projets, à ce que j'aurais dû faire, pas faire, à ce que j'aurais dû dire, pas dire. Et puis, sans que je m'en rende compte, et sans que je sache exactement à quel moment, quelque chose change. Les pensées, elles ralentissent, le silence, il revient. Et là, je suis emportée par la nature, en fait. Je commence à entendre le vent, à sentir les odeurs, à remarquer la lumière qui traverse les arbres, à observer les détails. Et presque toujours, pour pas dire toujours franchement, l'émerveillement apparaît quand je me promène. On parle pas assez de l'émerveillement. Moi, l'émerveillement fait vraiment partie de ma vie, dans tout ce que je regarde. Mais c'est dommage du coup qu'on n'en parle pas assez, et parce que pourtant, je suis convaincue que l'émerveillement, il est profondément spirituel. Regarder une fleur comme si c'était la première fois, c'est de l'émerveillement. Ces choses-là, on n'y fait presque plus attention et on a l'impression qu'elles sont ordinaires, alors que je crois exactement l'inverse. Je crois que c'est nous qui sommes devenus incapables de les regarder. Les enfants, eux, savent encore s'émerveiller. Ils peuvent rester plusieurs minutes devant un escargot, observer une plume, une flaque. D'ailleurs, je suis en train de me dire, j'ai dû rester enfant, c'est pas possible. Parce que ils observent les plumes, ils observent les flaques d'eau, les papillons. Moi, je fais encore tout ça aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'en grandissant, on cesse de regarder de cette manière-là et on cesse même de regarder tout court finalement. Et on devient tellement occupé à penser qu'on en oublie d'être présent. Et je crois que le yoga nous invite précisément à retrouver ce regard. Non pas un regard naïf, mais un regard vivant. Un regard capable de rencontrer le monde comme si chaque instant était nouveau. Et lorsque je marche, je sens parfois naître quelque chose de très difficile à expliquer. Comme si la frontière entre moi et le reste du vivant devenait moins nette. C'est très étrange, mais c'est tellement beau. Je suis plus simplement en train de regarder à ce moment-là la nature, j'ai la sensation d'en faire partie. Je ressens une immense gratitude à chaque fois, mais sans raison particulière, simplement parce que je suis là. Cette chance d'être là, de respirer, de faire partie de ce monde en fait. Et je crois que c'est dans ces moments-là que je comprends le mieux ce que signifie le mot yoga, vraiment, le mot union. Non pas seulement l'union du corps et de l'esprit, mais cette sensation profonde de ne plus être séparé du vivant et d'en faire partie. Et c'est aussi dans ces moments-là que naît ma créativité. On me demande souvent où je trouve mes idées. J'en sais rien. Ça fuse dans ma tête, ça a toujours été. Moi, je sais que je suis très très créative le matin au réveil, très très créative le soir quand je me couche, mais extrêmement créative aussi quand je suis dans la nature en train de marcher. Et c'est de là que naissent mes méditations, mes accompagnements, mes podcasts, mes sujets, la vérité. Et c'est à chaque fois, pratiquement tout le temps, lorsque je marche ou lorsque je suis au repos. En fin de compte, c'est lorsque je cesse finalement de vouloir produire, lorsque je laisse enfin
la place au silence. Et je crois que quand on donne le droit au corps d'être libre, sans objectif, sans jugement, sans performance, juste d'être libre, d'être posé, on lui permet de s'exprimer. Et souvent, le corps a simplement besoin de cette liberté, sans jugement, sans performance. Et cette liberté, on peut lui laisser à travers le chant, on peut lui laisser à travers la danse, à travers la marche, à travers la contemplation, à travers la respiration, ou encore juste s'asseoir au soleil, à regarder un arbre. Et aujourd'hui, j'ai plus peur, moi, de dire que tout ça fait partie de ma pratique. Parce que ça occupe même peut-être même la plus grosse partie de ma pratique. Parce que je crois plus que le yoga commence lorsque je monte sur un tapis. Je crois qu'il commence lorsque je deviens pleinement présente à ce que je suis en train de vivre. Et le tapis, c'est un lieu extraordinaire, j'y reviens toujours avec joie, mais il est pour moi un lieu d'entraînement. Le véritable terrain de pratique, à mon sens, à moi, c'est la vie. Et c'est lorsque quelqu'un me blesse aussi. Ou encore lorsque je suis fatiguée, ou lorsque j'ai peur, ou lorsque je dois prendre une décision difficile. Lorsque je veux choisir entre réagir automatiquement ou respirer une fois de plus. Le yoga ne quitte jamais le tapis. C'est nous qui oublions parfois de l'emporter avec nous. Et je crois que plus les années passent et plus ma pratique ressemble à ça. C'est moins une succession de postures et davantage une manière d'habiter le monde. Et je ne cherche plus à devenir une meilleure yogi, je cherche simplement à devenir un peu plus présente qu'hier, un peu plus consciente, un peu plus libre, un peu plus vivante. Et finalement, je crois que c'est exactement ce que les textes anciens cherchaient à transmettre depuis le début. Et à travers mon enseignement, c'est aussi ce que j'ai envie de vous transmettre à tous lorsque vous venez pratiquer en ma présence, lorsque vous venez choisir un accompagnement avec moi. C'est ce yoga-là que j'ai envie de vous transmettre, c'est celui que je vis, c'est celui qui occupe la plus grande part dans ma façon de vivre le yoga. Et c'est à ça que j'ai envie de vous ouvrir parce que je trouve que ça emmène à une liberté extraordinaire, à un émerveillement extraordinaire et à une union justement avec le vivant extraordinaire. C'est des choses qui ne s'expliquent pas, c'est vraiment des choses qui se vivent et c'est cette expérience que j'ai envie de vous transmettre, de vous faire vivre, de vous faire connaître. Après, vous en ferez ce que vous voulez. On y adhère pas. Ça m'étonnerait qu'on n'y adhère pas une fois qu'on y a goûté. Mais voilà, c'est ça que j'ai envie de transmettre et à travers ce podcast, c'est cette vision du yoga à laquelle je voulais vous ouvrir parce que, en effet, comme je l'ai dit au début de ce podcast, je trouve qu'il y a une grosse incompréhension autour du yoga en Occident et dans la vie moderne. Donc je voulais remettre un petit peu les choses à leur place. Et encore une fois, chacun sa vision des choses. Si toi, par exemple, tu as envie d'estimer que le yoga se pratique davantage à travers les postures, eh bien c'est très bien ainsi. Sache simplement que le yoga à la base n'était pas les postures, mais qu'en effet, comme on l'a dit dans ce podcast, le yoga évolue avec les années au fil du temps, comme tout. Donc voilà, tu pratiques le yoga que tu as envie et c'est très bien comme ça, c'est celui qui te ressemble, c'est celui qui te nourrit. Je t'ai expliqué le mien, je t'ai ouvert à autre chose et voilà, ça s'arrête là. Et finalement, après tout ce cheminement, j'aimerais revenir à la question que je me suis moi-même posée il fut un temps et pendant un moment. Est-ce que je suis vraiment une yogi ? Est-ce que je peux me considérer comme telle alors qu'il m'arrive de passer plusieurs semaines sans pratiquer les postures ? Et derrière cette question, il y en a finalement beaucoup d'autres. Faut-il pratiquer tous les jours pour être yogi ? Faut-il méditer chaque matin ? Faut-il être végétarien ? Faut-il connaître les textes sacrés ? Faut-il toujours être calme, toujours paisible, toujours bienveillant ? Existe-t-il finalement une sorte de liste invisible qu'il faudrait respecter pour pouvoir se considérer comme un vrai yogi ? Et plus j'étudie les textes, et moins je le crois. Parce que lorsqu'on revient au Upanishad, au Yoga Sutra ou à la Bhagavad Gita, ce que les sages admirent chez un yogi n'est pas sa souplesse, ce n'est pas sa capacité à réaliser une posture impressionnante, ce n'est pas son apparence non plus, ce sont presque toujours ses qualités intérieures. La stabilité, le discernement, la présence, la maîtrise de soi, la compassion, le détachement, l'équanimité, la capacité aussi à ne plus être constamment porté par son mental. Et ça change énormément de choses parce que les asanas ne définissent pas un yogi. Ça ne signifie absolument pas qu'ils ne servent à rien. Encore une fois, les postures, je les aime, je les enseigne, je les pratique. Ils nous permettent d'habiter notre corps, de développer notre attention, de rencontrer nos limites aussi et de travailler avec notre souffle, de retrouver de la mobilité, de la force, de la stabilité et parfois même de rencontrer des endroits de nous que nous n'aurions jamais rencontrés autrement. Mais il reste un outil, encore une fois, et ce ne sont pas un certificat de spiritualité. Quelqu'un peut réaliser les postures les plus complexes du monde et rester profondément dominé par son ego, par son besoin de reconnaissance, par sa colère, par son attachement, par son besoin de contrôler. À l'inverse, une personne peut ne presque jamais pratiquer les asanas et cultiver chaque jour davantage de présence, de compassion, de lucidité et de discernement. Et c'est d'ailleurs un peu plus mon cas. Je fais un petit peu plus partie de ce deuxième groupe de personnes justement. Et à mes yeux, cette personne justement, ce deuxième groupe, est profondément engagée sur une voie yogique. Il suffit d'ailleurs de pousser le raisonnement un peu plus loin. Que deviendrait le yoga si notre corps ne nous permettait plus de pratiquer ? Bonne question. Si on était malade, blessé, handicapé, est-ce qu'on cesserait soudainement d'être yogi ? Évidemment que non.
j'ai envie de dire. Et peut-être même que certaines périodes de la vie nous obligent à rencontrer un yoga encore plus profond. Un yoga dans lequel on ne peut plus nous cacher derrière ce que notre corps sait accomplir. Un yoga qui nous demande simplement d'être. Et puis il y a une autre question qui revient souvent. Peut-on être yogi sans être végétarien? Et là encore, je crois qu'il faut absolument beaucoup de nuances. Le premier des yamas est ahimsa, la non-violence. Et c'est un principe absolument fondamental du yoga. De nombreuses traditions yogiques ont donc considéré qu'une alimentation végétarienne était une manière cohérente de vivre ahimsa. Je comprends cette démarche, je la respecte. Mais lorsque je lis les textes, j'ai beaucoup de mal à réduire ahimsa uniquement au contenu de notre assiette, parce que la violence existe sous tellement de formes. Elle existe dans nos gestes, dans nos paroles, dans nos pensées, dans notre manière de juger, dans notre façon de traiter ceux qui pensent différemment de nous, et parfois même dans notre manière de nous traiter nous-mêmes. Donc on peut choisir une alimentation parfaitement conforme à nos convictions et être terriblement violent dans nos paroles. On peut pratiquer le yoga tous les jours et passer notre temps à juger les autres. On peut méditer chaque matin et manquer profondément de compassion. On peut aussi devenir extrêmement attaché à notre identité de yogi, à notre pratique, à notre alimentation, à notre discipline, à notre spiritualité. Et je trouve ça particulièrement intéressant parce que l'ego est incroyablement subtil, il peut même utiliser la spiritualité pour se renforcer. Il peut nous murmurer « moi, je pratique tous les jours ». Moi, je mange comme il faut. Moi, je médite. Et sans nous en rendre compte, en faisant ça, une pratique censée nous libérer de l'ego peut devenir une nouvelle manière de le nourrir. C'est fou. Je crois donc que le yoga nous demande quelque chose de beaucoup plus difficile que de respecter une liste de règles. Il nous demande de nous observer avec honnêteté. Pourquoi est-ce que je fais ça? Depuis quel endroit en moi? Est-ce par amour, par peur, pour appartenir, pour être reconnu? Pour correspondre à une image, pour me sentir supérieur. Voilà, pour moi, les véritables questions, c'est celle-ci. Alors oui, je crois qu'on peut manger de la viande et être sincèrement engagé dans une voie yogique, comme on peut être végétarien et avoir encore énormément de chemin à parcourir. Ça ne signifie pas que la question de notre alimentation n'a aucune importance, au contraire, ahimsa nous invite à interroger nos choix, à regarder leurs conséquences, à nous demander comment on peut mettre davantage de respect et moins de violence dans notre manière de vivre, mais je ne crois pas que le yoga nous invite à transformer cette réflexion en jugement. Parce que ahimsa est beaucoup plus vaste qu'une règle alimentaire. C'est une direction ahimsa, une manière de cheminer vers moins de violence, dans notre rapport aux animaux bien sûr, mais également dans notre rapport aux autres, au monde et à nous-mêmes. Et chacun doit avoir l'honnêteté d'observer ce que ça signifie dans sa propre vie, sans chercher d'excuses, mais sans chercher non plus à atteindre une pureté parfaite qui finirait elle-même par devenir une nouvelle forme de rigidité finalement. Parce qu'il y a quelque chose qui me semble profondément contradictoire dans le fait de défendre la non-violence tout en devenant violent envers ceux qui ne font pas les mêmes choix que nous. Et finalement, peut-être que la question n'est pas est-ce qu'un vrai yogi mange de la viande, mais plutôt est-ce que mes choix sont de plus en plus conscients et cohérents avec les valeurs que je souhaite incarner. Parce que le yoga n'est pas une identité que l'on obtient lorsqu'on en a coché toutes les bonnes cases, c'est un chemin encore une fois. Un chemin sur lequel on continue à nous questionner, on continue à observer nos contradictions, à évoluer, à changer même parfois d'avis, à devenir plus conscient de l'impact de nos choix et à essayer jour après jour de réduire la distance entre ce que nous croyons et la manière dont nous vivons réellement. Et c'est peut-être ça que les yamas et les niyamas nous demandent. Ils ne nous demandent pas d'être parfaits, mais de devenir de plus en plus conscient, de mettre de la conscience à chaque instant. Donc ce que j'aimerais que l'on retienne de ce podcast, après tout ça, après les Upanishads, après Patanjali, après la Bhagavad Gita, après l'histoire des asanas et après toutes ces années à pratiquer, à enseigner, à chercher, à lire, à expérimenter, si vous me demandiez aujourd'hui, mais finalement Solène, qu'est-ce que c'est que le yoga? Je crois que je vous répondrai beaucoup plus simplement qu'avant. Je vous dirais, le yoga c'est une manière d'habiter le monde, une manière d'être là, vraiment là, pas seulement physique, mais pleinement présent à ce que l'on est en train de vivre. Le yoga est dans cette seconde où je sens la colère monter et où, plutôt que de lui obéir, immédiatement je respire. Il est dans cette conversation où je décide d'écouter réellement quelqu'un plutôt que de préparer ma réponse. Il est dans cette capacité à reconnaître que je me suis trompée, à demander pardon, à lâcher quelque chose que je ne peux pas contrôler, à accepter que la vie ne suive pas toujours le chemin que j'avais imaginé pour elle. Il est dans la manière dont je regarde mon corps, non plus uniquement pour ce qu'il sait faire, non plus pour ce à quoi il ressemble, mais comme ce lieu vivant à travers lequel j'ai la chance de faire l'expérience de cette vie. Il est dans le silence, dans le souffle, dans la contemplation, dans la marche, dans la danse, dans un tapis déroulé au sol, et parfois aussi dans un tapis qui reste roulé pendant plusieurs semaines. Et je crois que c'est peut-être la chose la plus importante que le yoga m'ait apprise. Pendant un moment, je me suis demandé est-ce que je suis vraiment une yogi, parce que je pratiquais pas toujours les postures comme je vous ai dit, parce que parfois pendant plusieurs semaines, je n'en ressentais simplement pas le besoin. Aujourd'hui, cette question ne m'intéresse presque plus, je préfère vraiment me demander est-ce que je suis vraiment présente à ma vie? Est-ce que je vois encore ce qui m'entoure? Est-ce que j'écoute encore mon corps, mon mental?
Est-ce que je l'observe? Est-ce que je reconnais quand mon ego prend toute la place? Est-ce que je sais encore m'arrêter? Parce que finalement, je crois qu'une vie entière peut devenir une pratique. Une marche peut devenir une méditation. Un repas peut devenir un acte de gratitude. Une conversation peut devenir un exercice de présence. Une difficulté peut devenir un enseignement. Un silence peut devenir une rencontre avec soi. Et un simple instant d'émerveillement peut parfois nous rappeler quelque chose que nous avions complètement oublié. Que nous sommes vivants, que nous sommes là, et que cet instant est déjà immense. Et il y a quelque chose que j'aime profondément dans les textes anciens, ils ne nous demandent pas de devenir une meilleure version de nous-mêmes, ils nous invitent plutôt à enlever progressivement tout ce qui nous empêche de voir clairement, comme le bruit, les automatismes, les attachements, les peurs, les histoires qu'on se raconte constamment sur nous-mêmes. Et quand tout ça s'apaise un peu, il reste quelque chose de très simple. Il reste la présence. Et c'est, je pense, pour ça que la marche est devenue une pratique si importante pour moi. Lorsque je marche suffisamment longtemps, quelque chose finit presque toujours par se passer. Au début, je pense énormément, puis doucement, mon mental ralentit et je commence à entendre les oiseaux, à sentir le vent, à regarder la lumière et à voir réellement ce qui est pourtant là depuis le début en fait. Et souvent, c'est là que naît l'émerveillement. Et l'émerveillement, c'est quoi? C'est cette sensation d'amour presque impossible à expliquer, cette gratitude immense, cette impression de ne plus être seul, de plus être seulement quelqu'un qui observe la nature, mais d'en faire profondément partie. Et du coup, peut-être que Yuge, cette idée d'union dont on parlait au commencement de cet épisode, se trouve aussi là, dans ces quelques secondes où la séparation semble disparaître, où l'on cesse de se sentir à côté du monde et où on se souvient qu'on en fait partie. Alors si vous écoutez cet épisode et que vous avez parfois pensé que le yoga n'était pas pour vous, parce que vous n'êtes pas assez sourd, parce que votre corps ne ressemble pas à ceux que vous voyez sur les réseaux sociaux, parce que vous méditez pas tous les matins, parce que vous pratiquez pas tous les jours, parce que vous n'êtes pas végétarien, parce que vous vous mettez encore en colère, parce que votre mental part dans tous les sens, ou encore parce que vous n'êtes toujours pas cette personne calme, douce, parfaitement alignée, que l'on associe parfois à la spiritualité, eh bien j'aimerais vous dire quelque chose. Heureusement. Parce que si le yoga était réservé aux êtres qui avaient déjà atteint la paix, à quoi il servirait le yoga alors? Le yoga est justement le chemin de toute une vie. Et peut-être que c'est ça, être yogi. Non pas être arrivé quelque part, mais accepter d'être en chemin. Alors continuez à pratiquer les postures si elles vous font du bien. Déroulez votre tapis, respirez, méditez, étudiez les textes si ça vous appelle, mais surtout, lorsque vous roulerez votre tapis, n'y laissez pas votre yoga. Emportez-le avec vous, dans votre famille, dans votre travail, dans vos relations. Emportez-le dans vos choix, dans vos colères, dans vos peurs, dans vos silences, dans vos promenades, dans votre manière de parler à quelqu'un qui ne pense pas comme vous, dans votre manière de regarder un inconnu, dans votre manière de vous regarder vous-même. Parce que les asanas peuvent être de merveilleux professeurs, mais la vie reste peut-être notre plus grand terrain de pratique. Et aujourd'hui, je crois que je ne cherche plus à faire davantage de yoga, je cherche à vivre davantage de yoga. Et c'est complètement différent. Alors si je devais résumer tout cet épisode en une seule phrase, je crois que ce serait celle-ci. Le yoga n'est pas une performance du corps, c'est une qualité de présence. Et peut-être que le plus beau voyage n'est finalement pas celui que l'on voit, mais celui que personne ne voit. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Continuez à respirer, à marcher, à contempler, à aimer, à vous émerveiller. Et surtout, n'oubliez jamais que le yoga ne se pratique pas seulement, il se vit. À très bientôt.